À tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'une astrologie pour l'ère du Verseau. On est ravis de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'espace et le temps de vous proposer ce format. Et donc là, on est ravis de pouvoir vous parler un petit peu de l'année 2025 à venir, toujours au regard des cycles historiques et astrologiques. D'où l'on parle. Vous le savez, nous, il ne s'agit pas de prédiction événementielle, c'est pas le type d'astrologie que nous pratiquons et ce n'est d'ailleurs pas le but de l'astrologie. Donc, nous partons d'une étude historique sérieuse qui a montré la cyclicité historique et dans une perspective anthropologique évolutive, où nous en sommes dans l'humanité, vers où nous allons. Donc, c'est toujours cela, l'astrologie, faire le point à un moment donné, sans événementiel, mais faire un point avec des perspectives. Donc, nous considérons, à la manière d'Alice Bailey, nous considérons l'histoire comme l'étude de comment les êtres humains collectivement perçoivent le dessein divin et s'en emparent et le manifestent, et pour faire des avancées significatives dans l'évolution de l'humanité. Et donc, nous avons fait tout un travail dans ce sens avec l'étude des grands cycles dans le livre Astrologie, sciences de la conscience, et où on montre justement qu'il y a une cyclicité historique et que de façon régulière, l'histoire est faite et absolue et ouverte et manifestée de façon assez significative par des groupes d'êtres humains. On a montré justement que selon ce que Fernand Braudel avait supputé, l'histoire est cyclique et ce sont les cycles astrologiques qui la scandent. À la fin du XVIIIe siècle, au moment justement où, comme maintenant, Pluton était entré dans le Verseau, et à ce moment-là, deux groupes d'humains ont marqué l'histoire durablement et de façon très significative. C'est d'une part tout le groupe des êtres qui ont fait la Révolution américaine et élaboré une nouvelle constitution et créé un nouvel État démocratique. Et ensuite, c'est tous les êtres qui ont constitué, qui ont élaboré toute la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. Et surtout, à partir à la Révolution française, qui ont posé à ce moment-là les valeurs humaines, les droits humains significatifs à travers la Déclaration des droits de l'homme. Et nous sommes en ce moment, avec l'entrée de Pluton dans le Verseau définitivement pour 20 ans depuis la fin de cette année 2024. Nous avons devant nous 20 ans de positionnement de Pluton dans le Verseau. Et donc, on est en droit de penser que il y a des groupes d'êtres humains sont en train de préparer, sans s'en rendre compte, de façon inconsciente, sans encore que ça soit tout à fait visible, la manifestation de nouvelles valeurs collectives et la manifestation des droits humains de façon beaucoup plus significative que jusqu'alors. Donc, nous avons montré dans Astrologie, sciences de la conscience, qu'il y a des grands cycles repérables, et en particulier un grand cycle de 4000 ans, les trois planètes Pluton, Neptune, Uranus, qui a commencé à moins 577 avant Jésus-Christ. C'est un cycle, en fait, c'est un grand cycle octogonal qui comprend 8 cycles de Pluton, de 500 ans de Pluton-Neptune. Et nous sommes maintenant dans le 6e cycle de Pluton-Neptune qui a commencé à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire qui a commencé avec le 20e siècle en quelque sorte. Nous avons aussi ce grand cycle de précession des équinoxes qui nous dit que nous sommes à la fin de l'ère des Poissons et que nous sommes sur le point d'entrer dans l'ère du Verseau, avec une difficulté de dater, puisque nous ne connaissons pas le point zéro. À 200 ans près ou 300 ans, on ne sait pas quand est-ce que se termine une ère et que commence une autre. Néanmoins, toutes les consciences ne sont pas arrivées à l'ère du Verseau. Si certaines d'entre les humains actuels ont déjà une conscience tournée vers cet avenir Verseau, la plus grande majorité a encore la conscience de l'ère des Poissons. Toutes les graines qui ont été semées à la fin du XVIIIe siècle par la formulation des droits humains et de la liberté d'expression et des libertés civiques, ce qui se sont manifestées dans le monde et qui ont essaimé, toutes ces graines-là, si vous voulez, elles n'ont pas encore complètement poussé partout et ça travaille beaucoup nos sociétés. Et ce que nous allons essayer de savoir, c'est où nous en sommes en 2025, alors que justement Pluton, 250 ans après, rentre dans le Verseau.
Et depuis 2020, la plupart des grands cycles sont croissants, donc c'est d'où l'importance on en a parlé dernièrement quand on vous a parlé de l'année 2020. Pourquoi cette année a été aussi impactante dans le monde entier, c'est que c'est une année de renouvellement cyclique très très important et qui a donné vraiment un effet de réinitialisation en quelque sorte, si vous voulez. À un moment donné, en 2020, il a fallu de dire où est-ce qu'on en est vraiment. Alors évidemment, on n'a pas encore fini dans nos consciences d'avoir fait le point sur où est-ce que nous en sommes complètement, et chacun de nous y amène un élément. En tout cas, nous, ce que nous essayons, grâce à l'astrologie, c'est de vous aider à vous repérer. Donc, on peut faire le point de ce XXe siècle. Qu'est-ce qui a été éclairé jusqu'ici dans les droits humains? Ben, si vous voulez, après l'abolition de l'esclavage, l'exploitation des peuples n'a pas cessé, hein. Il y a eu la colonisation, et même après la colonisation, l'exploitation des ressources de la terre, des ressources des autres peuples a continué à se faire de façon assez éhontée de la part de l'Occident. Et donc, aussi, les droits civiques, par exemple, aux États-Unis, ont évolué, que les décolonisations a bien touché la plupart des pays. La recomposition des nations n'est pas terminée. C'est comme on le voit en Ukraine. Hein, parce que c'est après la chute du bloc de l'Est, ben, on voit que c'était pas fixé la frontière entre l'Est et l'Ouest, et que c'est l'Ukraine qui en paye le prix maintenant. Ça n'a pas été travaillé correctement au moment. Donc là, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Au Moyen-Orient, pareil, puisqu'il y avait, c'était des pays qui étaient colonisés après la chute de l'Empire ottoman. Et donc, qu'est-ce qui se passe en Orient? On voit que la recomposition des nations cohérente et capable de vivre en paix n'est pas encore tout à fait faite. Donc on en est là. Au niveau des droits humains, ce qui est le plus significatif dans notre avancée collective, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été formulée le 10 décembre 48 hein, par l'Assemblée générale de l'ONU, et qui est une sorte de socle commun des valeurs humaines que l'humanité peut porter, et qui est défendue par toutes les instances juridiques internationales. On a au moins cet acquis qui est là depuis l'après-guerre. Ce qui travaille la Terre maintenant, c'est qu'on voit à travers le dérèglement climatique, mais le dérèglement climatique n'est juste comment dirais-je, qu'un symptôme de quelque chose de plus grave, qui est la surexploitation de la Terre et de ses ressources, qui au profit d'une minorité d'êtres humains, et qui fait que la majorité des êtres humains vont se trouver sur une terre qui devienne à peine habitable, comme on le voit par exemple actuellement à Mayotte, qui paye très très chèrement le prix du dérèglement climatique. Ce cycle de 500 ans qui débute, alors que le précédent, qui était plutôt l'accès à la liberté d'expression et à la liberté civique, maintenant, il semble que dans ce cycle de 600 ans, la question qui va être posée de façon importante, qui sera appuyée par l'ère du Verseau commençante, c'est l'équité et l'équilibre et la justice entre les humains. Les très très grosses injustices sont à revoir, en fait. Voilà. Alors, cette année de 2025 est particulièrement importante parce qu'il se trouve que tous les 100 ans, les guides de la planète se réunissent pour faire le point des évolutions humaines et pour voir quelle est l'impulsion d'évolution qu'ils peuvent ou pas proposer à la Terre selon là où on en est arrivé. Donc, vous voyez, eux aussi, ils font le point, et ils le font de façon certainement plus éclairée que nous, et nous, on essaye avec notre conscience actuelle d'éclairer le mieux possible. Mais du coup, merci d'avoir resitué un petit peu de manière plus globale où est-ce qu'on se trouve à l'heure actuelle, parce que là, on va rentrer un peu plus précisément dans cette année 2025 qui a l'air d'être charnière. Mais c'est toujours important, vous voyez, de resituer depuis quel endroit on parle et dans quel cycle et quelle dynamique beaucoup plus vaste on se trouve. Donc là, gentiment, on va pouvoir rentrer un petit peu de manière plus précise dans cette année 2025. Alors, au niveau astrologique, cette année 2025, elle va nous proposer, comme à chaque fois, différents défis, différentes portes de conscience, en fin de compte.
Et une qui est donnée, c'est le bilan d'un premier cycle, qui est le cycle de Saturne et de Jupiter, qui a commencé en 2020, tel que tu l'évoquais tout à l'heure. Et là, si vous voulez, on se retrouve en 2025 avec enfin fin 2024, puis en 2025, avec une phase assez importante de cycle qui est comme une phase de prise de, en astrologie, on dit que c'est le premier carré, c'est comme une phase de tangente. Et donc, on commence à essayer de prendre conscience et tirer des enseignements de ce qui s'est déclenché en 2020. Il y a comme un tournant à prendre qui nous est proposé fin 2024, année 2025. Il s'agit en gros de remettre un petit peu les choses en perspective. Ce cycle Saturne-Jupiter, c'est un cycle vraiment de croissance. Donc c'est un petit peu comme si cette année venait nous demander qu'est-ce que vous avez compris de ce qui s'est joué en 2020 pour chacun d'entre nous et collectivement, qu'est-ce qu'on peut en tirer et du coup quelle direction on souhaite prendre à partir de ce qui a été conscientisé. Et c'est d'autant plus important que ce cycle Saturne-Jupiter de 20 ans a démarré à 1 degré du Verseau, c'est-à-dire au degré où Pluton est en train de passer maintenant. Si vous voulez, on a de quoi pointer des choses exactement, quoi. Et donc, et ce cycle de 20 ans va nous tenir toute la durée de Pluton dans le Verseau. On en est dans la première marche. Donc il y a déjà cette perspective et peut-être ce changement de direction qui nous est proposé par le cycle Saturne-Jupiter. Par ailleurs, à partir de 2025, on est dans ce qu'on appelle la phase balsamique, c'est-à-dire les tout derniers temps du cycle de Neptune-Saturne. Et en 2025, ça va commencer à se renouveler. Donc on est un petit peu, vous voyez, c'est les fins de cycle, début de cycle, c'est un petit peu comme les fins d'entonnoir et les débuts d'autres choses. Donc ça peut être assez perturbant et ça demande de ramener tout ce qui s'est joué durant ce cycle, qui est un cycle de presque 36 ans. C'est un cycle pour préciser qu'est-ce qu'il veut dire, c'est un cycle de comment on arrive à manifester, à ressentir le dessein divin, l'idéal en quelque sorte. Donc l'idéal étant le dessein divin finalement. Et comment on arrive en tant qu'humanité à le ressentir et à le manifester sur Terre. Et il semble que ce cycle qui date de 1989. 1989, donc c'est un cycle qui a le précédent a commencé en 89, on est en balsamique, et il semble que ce cycle coïncide avec vraiment un cycle de prise comment dirais-je, de prise de conscience de la problème écologique mondial, puisque c'est le moment où le GIEC s'est mis en 89 à organiser des rapports. Donc nous, on a considéré que ce cycle-là nous touche en tant que prise de conscience de la problématique systémique globale de notre système Terre et du problème qu'il y a, la surexploitation en fait de la Terre. Et donc voir un peu comment s'organiser autrement. Neptune nous donnant la vision et Saturne nous demandant de mettre en place la vision. Je trouve ça intéressant que tu ramènes cette idée par rapport à ce cycle, que peut-être il a permis une nouvelle conscience peut-être plus écologique, systémique de ce qui se passe sur Terre. Et en même temps, je me dis, ça nous invite aussi peut-être chacun à voir au service de quel idéal on se met et avec quels moyens aussi on essaye d'incarner ça et avec quels moyens matière on va chercher à incarner cet idéal. Parce que évidemment, s'il s'agit d'un idéal de respect du vivant, etc., on se dit génial. Mais s'il s'agit simplement de l'idéal très personnel et très auto-centré, à ce moment-là, les moyens qui vont être mis en place peuvent être plus moins vivants, peut-être plus mortifères. En t'écoutant, je me dis que Ben, voilà, peut-être ça questionne aussi les moyens. Est-ce que la fin justifie les moyens et quels moyens on est prêt à employer pour satisfaire notre idéal tel qu'on le perçoit chacun d'entre nous? et surtout, qui en juge et comment est-ce on se gouverne collectivement dans l'intérêt commun, collectif et pas dans l'intérêt de quelques-uns. Parce qu'à ce moment-là, ça pose vraiment la question de la gouvernance et c'est bien ça qui est certainement posé. Qu'est-ce que tu en penses, Marilène? Bah, moi, je trouve ça intéressant parce que moi, je voyais un peu les deux, c'est-à-dire que si la fin justifie les moyens, qui va amplifier la part de un peu de nous tous, mais surtout de certains, je dirais, qui profitent beaucoup de ce système qui exploite. Bah, le fait que ça amplifie permet aussi peut-être à la prise de conscience d'émerger
Et que du coup, la prise de conscience peut émerger aussi avec quelque chose qui, à mon sens, fait partie de la prise de conscience collective, de bah, la fin justifie les moyens, dans le sens, bah, si à un moment je dois sacrifier une part de moi, parce que si on décroît pour se mettre à un rythme qui correspond plus à celui de la Terre, on va tous laisser une part, enfin, tous en tant qu'occidental, évidemment, hein, mais on va laisser une part de nous. Et du coup, je l'entendais aussi dans ce sens-là, la fin justifie les moyens de quelque chose qui aussi peut-être enfin euh, se prend en main, se prend en charge et en responsabilité. J'entendais un peu ça. Et moi, ça me faisait beaucoup penser aussi, là, tout ce que vous dites, au fait que je trouve important de conscientiser à quel point, là, depuis 2020, il y a des cycles forts, il y a des cycles importants, il y a des transitions importantes au niveau des planètes, comme ce Pluton qui a mis presque 2 ans à passer en Verseau, hein, depuis 2023, et là, il vient juste définitivement d'y entrer au mois de novembre. Et donc, on est sur des passages très forts et intenses, et que du coup, on est vraiment dans des choses qui émergentes, dont on ne sait pas encore comment ça va émerger, mais c'est des grands cycles. Je ne sais pas si d'imaginer des cycles de 36 ans, suite Saturne-Neptune, Pluton qui change de signe, bah là maintenant, il est resté 15 ans en Capricorne, là il va rester 20 ans en Verseau, donc c'est des choses qui sont lentes pour qu'on digère, pour qu'on intègre et à la fois pour qu'on change en conscience. Et du coup, bah, en vous écoutant, et c'est des choses qu'on a déjà travaillées, mais je me dis, waouh, la conscience qu'on est là-dedans et que, bah oui, du coup, on est dans des remous, on sait pas comment ça va se mettre en matière, mais de réussir à garder à l'esprit que c'est de la capacité peut-être d'intégrer et de recevoir des énergies qui vont nous porter vers quelque chose de neuf, de nouveau et d'un peu plus enthousiasmant peut-être que ce qu'on vit en ce moment collectivement en tout cas. Ouais, merci d'avoir ramené ça parce que du coup, quand tu t'exprimes, j'ai l'impression que c'est assez visible. Je sais pas si vous allez sentir ça, mais combien les cycles planétaires sont enchevêtrés les uns avec les autres et comment tout ça nous travaille en fait profondément. Donc là, tu as rappelé effectivement ce Pluton Verseau et ce cycle Neptune-Saturne. Déjà, rien que quand on se dit, OK, c'est un cycle de 36 ans presque, donc ça veut dire en dernière phase de ce cycle, vers le début d'un nouveau cycle, il nous est demandé de faire tout le bilan des 40 dernières années. Donc peut-être chacun, on peut essayer de se relier aux 36 dernières années, pardon. Qu'est-ce qui a été fait? Comment est-ce qu'on a réussi à donner une forme à nos aspirations, à notre utopie et à la rendre de plus en plus réelle? Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Et comme un nouveau cycle va se déclencher, quelles graines peut-être on a envie d'amener dans le nouveau Oui. cycle? C'est d'autant plus important de faire le bilan sur ces 40 dernières années que justement, ce dernier cycle Neptune-Saturne, il était avant le renouvellement du grand cycle Uranus-Neptune, qui est un grand cycle de 172 ans de civilisation. Et donc, c'est que depuis 2020 que, on peut commencer à le manifester graduellement. Et maintenant, avec celui-ci en 2026 et encore un autre en 2032 d'Uranus-Saturne. Donc, c'est d'autant plus important de faire le bilan parce que je pense il y a eu une espèce de, ce qu'on pourrait appeler un mouvement un peu contre-révolutionnaire, qu'on appellerait au niveau politique, mais qu'on pourrait appeler intériorisé au niveau, c'est-à-dire il y a eu comme des régressions de manière à bien voir ce qui n'allait pas. Il y a toute une sorte de schéma régressif qui s'est mis en place comme pour nous montrer ce qui ne va pas. Et Pluton dans le Capricorne, depuis 2008, nous a montré de façon absolument significative à quel point tous les systèmes de domination et régissaient nos vies jusque-là. Hein. On est peu à peu et comment on vivait une véritable crise systémique. Tous les masques sont tombés en fait. On est dans une crise complète, systémique, comme à l'aube de la Révolution française et de la Révolution américaine. Les modes de gouvernance ancienne ne marchent plus, mais on n'a pas trouvé les nouveaux et c'est quelque chose on pourrait dire, 2025 pourrait être assez significatif comme tournant de bascule de peut-être on va se mettre en route pour, on fait ce bilan, comme tu dis, des temps des 40 dernières années. Le bilan, il est assez énorme. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Hmm. C'est intéressant de repositionner les choses sur cette temporalité-là, parce que vous voyez, c'est le temps astrologique tel que cette discipline nous permet de l'observer, c'est un temps long.
Et c'est vrai qu'on peut avoir des retours comme ça de gens qui presque se désespèrent que les choses ne bougent pas assez. On a l'impression d'être dans quelque chose d'encore stagnant. On se dit, mais quand est-ce que va advenir le nouveau monde, etc. Mais tout ça, ça se fait sur un temps qui est assez long. Alors 2025 peut être assez significatif, mais vraiment, ayons cette prise de recul, les choses avancent à leur rythme. Simplement, peut-être la grosse différence par rapport à certaines périodes de l'histoire, c'est on est de plus en plus conscient de ce qui se joue, de ce qui est en place, comme tu l'as En tout exprimé, les cas, masques tombent en on est fait. conscient de ce qui ne marche pas, en tout cas. On ne sait pas comment y aller, mais on est conscient de ce qui ne marche pas. Et à la fin du 18e, c'était pareil. Mm. La monarchie ne marchait plus. Louis XVI a essayé multiples ministres. Il a essayé tous les ministres il a épuisé tous les ministres qu'il a pu et il a rassemblé les États généraux. Mais il a fallu que collectivement des êtres se mettent au boulot pour sortir autre chose. Et là, on est à l'aube de ça et sans doute à sortir selon d'autres modes, Mm. peut-être plus larges encore, plus. Mm. C'est vrai que ça peut avoir l'air d'être des balbutiements ou genre une goutte d'eau dans l'océan, hein. Tous les gens qui essayent d'amener, de mettre en place de nouveaux systèmes à petite échelle, de nouvelles formes, etc. C'est des balbutiements peut-être, mais ça a une portée énorme. Et même quand on observe ça dans le temps long que nous propose l'astrologie, c'est quelque chose. Et donc, faut pas se désespérer. Les choses et les cycles astrologiques nous montrent bien ça, comment ça s'engrange et comment chaque cycle s'appuie l'un sur l'autre, etc., pour nous faire avancer. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore forcément dans ce passage où d'un coup, d'un seul, blam, on a changé de monde, on a changé de système et youpi joie. C'est plus Et oui. graduel que ça, mais ça a une valeur, ça a une vraie importance. Et peut-être se rendre compte que pour avancer, il faut se heurter à ce qui ne va pas. C'est-à-dire, il n'y a jamais d'évolution sans un choc face à quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est la réalité même de l'évolution et des évolutions individuelles et de l'évolution collective. Ouais, moi je pense beaucoup là depuis tout à l'heure au mouvement féministe avec quelque chose de l'ordre de 15 ans où comment dire, ça continue à travailler les fondations, les structures existantes qui n'étaient pas justes et depuis quelques années il y a quand même un mouvement j'ai pas le bon mot mais qui se remet en route, j'ai envie de dire, qui se renouvelle et qui a des voix il y a des femmes en tout cas qui portent des nouvelles voix, des théories, il y a des choses qui se révèlent, qui se réveillent et des paroles qui osent être portées à des niveaux plus grands, qui enfin, je dirais, se mettent je trouve pas les bons mots, mais pour moi c'est de l'ordre de pouvoir dire que ça soit entendu de plus en plus. Et même s'il y a des choses assez violentes dans les confrontations, dans des choses qui sont pas entendues, il y a aussi des endroits où, je dirais, sur la base de la population, il y a quand même des choses qui ne peuvent plus être dites, qui peuvent plus être entendues, qui peuvent plus être vécues, c'est plus accepté. Et je trouve que c'est un bon exemple en fait, c'est qu'à un moment il y a quand même bah là pour le coup beaucoup des femmes, mais aussi des hommes qui sont des voix qui vont oser être mis en avant, qui vont porter de la pensée par des écrits, par des vidéos, par des procès, par des mises aussi en situation confrontante, mais qui font avancer. Et je pense que sur l'écologie, c'est pareil, on voit quand même des mouvements qui sont de plus en plus rassembleurs, avec de plus en plus de gens qui viennent de différents milieux. Et donc il y a des choses quand même qui émergent, qui sont là, et c'est comme si peut-être là on peut commencer à voir comment ça peut enfin, on ne sait pas encore comment la forme va se manifester à des niveaux plus grands, mais je trouve que ça, c'est des bons endroits pour se rendre compte de ce qui change, en fait, de ce qui est en cours de changement. Et c'est les jeunes générations qui s'emparent à chacune qui intègre une nouvelle conscience et qui la manifeste différemment. Mm. Le féminisme que tu viens d'évoquer a une super image, je trouve, parce qu'on évoque des vagues. Hein, là, on est à la quatrième vague féministe et effectivement, j'aime bien le terme parce que les cycles astrologiques fonctionnent aussi un petit peu comme ça, par vague et de vague en vague, ça ramène quelque chose quand même sur le rivage. Et donc graduellement, oui, on peut espérer voir quand même des améliorations de plus en plus concrètes. Donc, c'est un très bon exemple.
Peut-être sur le cycle Neptune-Saturne qui va commencer à se former en 25 et qui sera vraiment formé début 26, en février 26, dire qu'il démarre à 1 degré du Bélier, ça peut marquer vraiment une complète renaissance, un démarrage assez fulgurant, alors que Neptune et Saturne viennent de rester très longuement dans le Poisson et avec une sorte de stagnation qui a eu une grande utilité d'une manière ou d'une autre et qui va sortir et devenir visible dans le Bélier. Et ça, dès l'été prochain, on commencera à sentir cela. Ça sort dès l'été 25 et ça sera effectif. Ça démarrera vraiment en février 2026. Du coup, on va continuer d'entrer de plus en plus précisément vers ce que nous propose l'année 2025. Et pour ce faire, si vous nous le suivez déjà, vous le savez sans doute, on aime partir du solstice d'hiver, de la carte du solstice d'hiver, qui est comme le début symbolique de la nouvelle année. Voilà la carte du solstice d'hiver 2024. On l'a montée pour Paris. C'est à peu près la carte qui concerne toute l'Europe. Si on voulait voir pour les autres pays, il faudrait monter cette carte au moment du solstice d'hiver dans les lieux dits. Donc du coup, quand vous voyez cette carte du ciel, pour ceux qui ne connaissent pas, et même quand on ne connaît pas, forcément c'est parlant, puisqu'une carte du ciel, c'est presque comme un mandala énergétique. Donc ça nous fait forcément quelque chose. Donc chacun d'entre vous, vous pouvez tout à fait vous laisser imprégner ou laisser descendre une impression, une sensation, une réflexion. Tout ça est juste. Ce qui est particulièrement marquant, c'est ce carré rouge au centre. En astrologie, on appelle ça un carré cosmique. Et en fait, ça nous parle de la dynamique énergétique de cette carte. À chaque fois qu'on ouvre une carte et qu'on a ce genre de figure, c'est quand même assez notable. Parce que c'est une figure, on appelle ça une figure d'aspect, qui est quand même très puissante et qui est vraiment pas anodine. Elle nous dit qu'il faut, soit on ne se sent enfermé dans un carré, ça nous donne un défi comme 4 marches à franchir. C'est-à-dire, c'est comme si on voyait les 4 phases d'un cycle lunaire et qu'il fallait les franchir d'un coup. Ce qui veut dire qu'on a un défi d'envergure on pourrait dater avec les 4 phases d'une année. C'est le solstice d'hiver, l'équinoxe de printemps, le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. C'est-à-dire qu'on peut dire que nous allons avoir 4 phases très très claires dans cette année, entre maintenant et l'équinoxe de printemps, etc. Et donc 4 grands moments et chacun amenant un défi. C'est-à-dire, dans ce carré, ou bien on en sort, ou bien on est écrasé par le carré, en fait. C'est un peu comme une prison, en fait. Et c'est une sorte de quadrature du cercle à résoudre. Et c'est-à-dire qu'on peut aussi le voir comme une table, n'est-ce pas? Et si on le voit comme une table, c'est vraiment le moment de renverser la table. Ou alors, on peut aussi le voir autrement, peut-être, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait peut-être le voir en volume. Oui, effectivement, c'est vrai que là, c'est ce qu'on vous a montré, une carte du ciel, c'est une représentation du ciel, mais évidemment, c'est en représentation plane. Alors que si on s'amuse à essayer de voir les choses en volume, ce carré, il est traversé de diagonales. C'est presque comme une pyramide vue du dessus. Donc, c'est possible que cette année 2025 nous propose soit d'être comme écrasé par le poids des énergies qui nous arrivent Des dessus, défis. soit on renverse la table, comme tu l'as dit, soit on essaye d'être vraiment très au centre et de se rappeler que ce carré propose de faire une pyramide, De se hisser. de se hisser. Donc déjà d'emblée, il y a un petit peu ça qui apparaît dans cette carte de solstice pour l'année 2025. Vous voyez, c'est ici que ça se passe et ce carré est traversé comme par des diagonales. À savoir aussi, c'est que dans une carte du ciel comme celle-ci, ce qui se trouve au centre et donc au niveau des intersections là de ces axes en rouge, c'est la Terre qui est au centre. Donc en fait, c'est la Terre qui peut-être nous propose un plan de centrage et d'alignement pour essayer de dynamiser ce carré et d'en faire quelque chose, on l'espère, de positif. Disons que c'est un défi de mise en mouvement qui est là, ou d'immobilisme, puisque c'est bien posé sur un côté malheureusement du carré. Donc on est entre l'immobilisme et la pression tellement grande que il va falloir se mettre en mouvement.
Oui, moi, à chaque fois que je regarde cette carte du solstice, là, vraiment, la phrase qui me vient, c'est soit on tourne en rond dans le carré, soit on le retourne. Du coup, là, on est sur des notions un peu de géométrie sacrée, tout ça, mais il y a cette idée que le carré, c'est le 4 et que du coup, dans le 4 c'est la structure, c'est la matière, donc on a quelque chose qui peut être très figé, mais si on le retourne, c'est le losange de l'alchimie, donc là, on va amorcer une transformation qui est hyper puissante parce qu'elle est ancrée et reliée à de la matière, à de la forme. Et dans cette carte, il y a cette opposition Pluton-Mars qui forcément traverse ce carré. Et pour moi, c'est, en tout cas dans le bon côté de cette opposition-là, c'est cette puissance de vie qui nous traverse et qui peut nous accompagner à laisser une émergence venir et une nouvelle conscience émerger de cette forme, de ce carré qui peut nous paraître figé et qui peut le rester, hein, parce qu'après, on est collectivement comme individuellement, on va être face à nos choix. Mais en tout cas, il y a quand même une puissance, je trouve, de vie qui est là avec l'opposition Pluton-Mars qui envoie une grosse énergie. Cette opposition Pluton-Mars, elle est intéressante parce qu'elle dure quand même un peu dans le temps, avec Pluton qui avance en Verseau et Mars qui est en train de rétrograder dans le signe du Lion. On en parlera après d'ailleurs de cette rétrogradation. Mais du coup, il reste quand même en opposition un bon moment, je trouve. Et donc, il y a vraiment une grande force de vie entre ces deux planètes. Pluton, ça va être vraiment l'endroit qui, à la fois, va nous enlever de tout ce qui n'est plus juste, de tout ce qui correspond plus, de tout ce qui n'est pas essentiel. Donc, c'est un côté qui peut être un peu, enfin, c'est pas qui peut être, c'est déstructurant puisque ça nous demande d'accéder à une nouvelle forme. Donc, ça vient détruire, on va dire, en caricaturant vraiment, pour ensuite on puisse reconstruire. Et Mars, c'est la planète qui va nous mettre en mouvement. Donc c'est la planète qui fait que la matière, elle se met en mouvement. C'est tout ce qui va représenter la force motrice qui nous anime. Donc nous, tout le vivant, tout ce qui est en fait. Donc quand les deux s'opposent, ce qui est un aspect qu'on peut trouver confrontant parce que c'est deux énergies qui vont se rencontrer d'abord au centre avant de trouver l'équilibre et de créer un axe. Donc on a une planète qui active une mise en mouvement et une planète qui veut déstructurer, qui veut enlever ce qui n'est plus essentiel. Donc évidemment, si on a des émotions refoulées, si on est dans des structures qui ne correspondent plus, bah, ça peut être violent. Ça peut être des émotions qui ressortent, ça peut être des choses qui s'effondrent et qu'on n'a pas prévues, parce que c'est rarement prévu. Et en même temps, du coup, c'est vraiment plutôt, il nous amène à être dans l'authenticité, dans l'essence de qui on est. Et Mars, eh ben, il est la force de vie. Donc en fait, quand les deux se rencontrent, c'est aussi un immense potentiel d'émerger à la vie et de laisser émerger quelque chose de plus authentique de nous, toujours évidemment individuellement et collectivement quand on regarde des thèmes comme ça. Surtout que c'est dans le Lion. Mars est dans le Lion. Et avec cet axe Lion-Verseau, on est dans l'axe proprement dit du défi de Pluton-Verseau, puisque le défi du Verseau, c'est que chaque être Lion soit capable de devenir lui-même et de se positionner dans un collectif. Et donc, on est vraiment, on rentre dans le vrai défi du Verseau. Qu'est-ce que chacun peut être, devenir et agir? Qu'est-ce qu'il ne veut plus être? Et qu'est-ce qu'il ne veut plus rendre moteur comme on le fait avec Mars? Donc, tu as raison, ou bien c'est des colères qui peuvent sortir ou des refoulements qui sortent en colère subite, mais c'est aussi des positionnements. C'est-à-dire, ce Mars-Lion nous demande à chacun de nous de se positionner et de commencer à voir quel type de collectif on veut, Verseau, on veut créer, et de quel type de collectif on ne veut plus. Où est l'intérêt collectif? Où est l'intérêt commun? Voilà, on est là-dedans. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce Mars est rétrograde. Et du premier, en fait, il est tout le temps à l'opposition de Mars, quasiment. Il y était depuis le début octobre. Et comme il est rétrograde, il va rester à cette opposition jusqu'au mois de mai, quasiment, dans l'axe d'opposition. Donc ce défi-là, c'est comme un défi guerrier qui se passe. Avec l'opposition, il y a un défi qui est posé. Et ce défi, il a commencé en octobre et il va nous tenir jusqu'au mois de mai, jusqu'au 1er mai, quasiment début mai. Et on dit que Mars est dans sa zone de rétrogradation, c'est-à-dire que ces planètes se regardent en chien de faïence jusqu'à ce qu'elles arrivent à créer quelque chose ensemble. Et en mai, alors là, on aura à ce moment-là, à partir du printemps et jusqu'à l'été, on aura le résultat de ce défi, en fait.
pense que le terme de positionnement est très juste. Si on reprend ce qu'on vous a montré au niveau de la géométrie, on vous a montré ce carré qui est traversée par différents axes. Et l'opposition que vous venez d'évoquer, elle se trouve sur un axe horizontal, un 7. L'axe horizontal en astrologie, c'est un axe qui touche les moyens et qui touche quelque chose de concret. Ce grand carré, lui, il est mutable. Donc, en fait, il touche beaucoup au domaine de la pensée, de la conscience. Et il est comme traversé par cet axe que vous venez d'évoquer, ce défi de positionnement, de trouver comme une action juste qui soit plus raccord aux valeurs du Verseau, de fraternité, de liberté, d'équité, etc. Et donc en fait, on est comme pris dans un grand carré au niveau de la pensée qui va nous demander peut-être de repenser le monde, de repenser la Terre qui se trouve au centre de la carte. Donc, comment on pense peut-être un nouveau monde, comment on change de monde, tout en étant mis au défi de on se positionne. Il ne s'agit pas juste de rester pris dans des idées, pris dans des concepts, rester dans sa tête, etc. Ou alors patauger à l'intérieur de soi, mais quand même d'essayer de proposer un positionnement et de tenir le positionnement. Et cette carte, elle nous propose aussi de peut-être trouver à faire plus d'alliances, de trouver aussi de justes alliances tout en se positionnant. Si on veut rentrer un peu plus, ce carré qu'on vient d'évoquer, là je viens de vous évoquer cette affaire de positionnement peut-être à l'horizontale et concrètement, si on entre maintenant un peu plus dans le détail de ce fameux carré cosmique, il y a plusieurs choses qui se jouent. Alors, on peut regarder les diagonales et les diagonales nous donnent les défis qui sont en jeu. Et il y a la diagonale de la prise de responsabilité, de tourner le dos à un passé qui ne va plus et d'essayer de résolument de préparer quelque chose de viable pour les humains à venir, pour les enfants à venir. C'est une diagonale de responsabilité, quelque part humaine, là. Et de l'autre côté, il y a une sorte de diagonale de pleine d'idées, de surenchère et de volonté, un petit peu comme on dit souvent, Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Ben là, il y a un peu, donc il s'agit de sortir des illusions des grands soirs ou des grandes transformations ou de la domination et de rentrer dans une responsabilité commune. Oui, il me semble que ce carré, effectivement, qui est presque entre un mode qui pourrait être assez adolescent et un mode plus raisonnable, contenant, etc., il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre de l'émancipation, mais s'émanciper ne veut pas forcément dire rouer dans les brancards. Parce qu'il y a des aspects dans cette carte qui nous montrent, hein, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Marilyn, des choses qui peuvent se faire avec violence. Donc après, ce sera à chacun de faire un choix. Est-ce que je choisis de m'émanciper et de prendre ma responsabilité violemment ou pas? Ne pas être dans la violence ne veut pas dire être béni oui-oui et ne pas se positionner, encore une fois, hein. Ce sont vraiment deux choses différentes. Mais quand on raccroche ce qu'on vient de dire avec les cycles qu'on évoquait tout à l'heure, où il y a un point de bascule à prendre, Saturne-Jupiter, où il y a un énorme bilan des 36 dernières années, Neptune-Saturne à faire, peut-être chacun d'entre nous, on peut dire où est ma responsabilité? Où est-ce que je me sens les moyens d'agir? Et avec qui je fais alliance? Avec qui je fais alliance, la jolie lune en vierge, et qu'est-ce qu'on va peut-être graduellement concrétiser, penser ensemble, et est-ce qu'on choisit de faire ça en violence ou pas? Pour créer un nouveau socle commun, en fait. Il y a un nouveau socle commun à créer avec ce grand carré. Ça peut être un très joli socle Mm. de redémarrage. C'est ce qu'on va souhaiter. Ouais, et ça nous appartient. Ça nous appartient, c'est-à-dire que l'astrologie ne nous dit pas ce qui va être, hein, comme tu l'évoquais au tout début, c'est pas des prévisions. Faire ce socle commun, faire ce carré pour qu'il soit le plus joyeux et vivant possible pour chacun d'entre nous, ça nous appartient. À chacun d'entre nous, c'est à nous de choisir ce qu'on veut. Moi, je trouve intéressant cette année parce qu'il y a quand même quelque chose d'une force motrice qui se met en route pour moi dans cette carte. Enfin, pour moi et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, évidemment aussi. Par rapport à l'année dernière où il y avait quand même collectivement quelque chose de beaucoup plus introverti dans le sens, quelque chose qui avait besoin de se créer de l'intérieur, nous, dans une énergie de polarité plutôt féminine, c'est-à-dire d'intériorisation et de réception. Donc comme si ça œuvrait à l'intérieur. Et là, on voit qu'il y a une énergie qui
commence à s'extérioriser. C'est pas encore, voilà, on n'est pas encore à la conjonction Neptune-Saturne de 2026 qui va vraiment, je pense, amorcer peut-être quelque chose de plus fort et encore, on verra. Mais là, quand même, il y a quelque chose qui commence à émerger en matière, en forme, en conscience et qui commence à se voir. Et je trouve que, en tout cas, moi, ça me donne une, une espèce d'espoir et une confiance quand même en tout ce qui a été œuvré à l'intérieur de chacun d'entre nous et tous ensemble qui va commencer à se manifester potentiellement d'une autre façon suivant ce que chacun fait comme choix. Au fond, on a parlé que c'était un carré, qu'il y avait les quatre rendez-vous, des quatre grands moments de l'année. On a vu qu'il y a le printemps sera un énorme rendez-vous. Mais ensuite, tu voulais dire que... Oui, Qu'est-ce c'est-à-dire que tu veux c'est un dire? petit peu comme si là, il me semble, cette année 2025, ça pouvait être aussi vraiment une année pour prendre conscience de ces valeurs du Verseau, début d'ère du Verseau, début de Pluton dans le Verseau, etc. Là encore, on vous renvoie au film qu'on fait spécifiquement sur la question. Mais donc cette année 2025, prendre conscience des valeurs du Verseau, liberté, égalité, équité, fraternité, etc., etc. Et que certainement, ce sera en fin d'été qu'il y aura peut-être des choses mieux intégrées de ces valeurs qui iront nourrir nos moyens d'action, nos moyens de rendre les choses concrètes. Hein, ça, je suis en train de parler du voyage de Vénus depuis Pluton Verseau pour rejoindre Mars en Lion.